Alors, on se retrouve pour le chapitre 12, le mouvement des projectiles et dans les champs gravitationnels, donc en champ de pesanteur, et dans les champs électriques. Champ électrique, je le ferai avec vous à la rentrée. C'est un tout petit peu plus délicat. Champ de pesanteur, ça peut très bien se comprendre, surtout que depuis la première, vous savez ce qu'est une dérivée. Donc, même si vous n'avez pas fait encore les intégrales, en fait, dans ce chapitre, on va faire des intégrales, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'il y avait avant la dérivée. Donc, on doit toujours se poser la question, ben tiens, si j'ai x, qu'est-ce qui en dérivant donne x? Ça s'appelle primitiver. Donc, positionnement du problème. On étudie le mouvement de la chute libre, et j'ai bien dit libre. Ce qui veut dire que dans ce chapitre, vous devez revoir les cours de première sur la chute libre. D'accord ? On va l'écrire dans l'interstice que j'ai laissé, parce que c'est pas mon habitude, et surtout que c'était pour faire le schéma, mais je me suis rendu compte que je l'avais mis à la page suivante. Normalement, il aurait dû être là, ça aurait été plus logique. Donc, revoir leçon de première SP sur la chute libre. Et quand je dis ça, je parle évidemment de tout ce qui lui est lié, à savoir conservation d'énergie mécanique, énergie potentielle de pesanteur, énergie cinétique. Donc, je vous rappelle que l'énergie mécanique se conserve au cours d'une chute libre, puisqu'il s'agit d'une chute. L'altitude du système diminue au cours du temps, donc son énergie potentielle mgz plus EPP0, énergie potentielle de référence qui souvent est prise à 0 pour l'altitude 0, diminue et son énergie cinétique augmente. S'il n'y a pas de frottement, toute l'énergie potentielle de pesanteur se transforme en énergie cinétique. Nous avions vu que la vitesse acquise à la fin d'une chute libre, c'était racine de 2GH, et donc ce n'était pas du tout lié à la masse. Ça se redémontre, il faut l'avoir en tête, il faut savoir le redémontrer. Il faut aussi prendre en compte le travail d'une force dans ce chapitre. Donc, le système étudié, voici le schéma. Le système étudié, c'est l'objet réduit à son centre de gravité. Objet, donc de masse m, réduit à son centre de gravité, G, alors parfois on l'appelle m. Référentiel toujours terrestre supposé et galiléen. Repère OIJK tel que le centre d'inertie G du projectile soit en haut ou non à l'instant t égale 0 et tel que le vecteur vitesse initiale soit dans le plan IK. Il faut des flèches, s'il vous plaît. Donc IK, donc je vous rappelle que dans la vie, on vit dans un espace à 3 dimensions. Donc en fait, J, il part vers l'arrière. D'accord ? Donc, on peut assimiler G, s'il vous plaît, avec une flèche. J'ai également oublié de mettre une flèche à G, à un vecteur constant sur la durée de la chute, mais aussi sur la hauteur de la chute, puisque programme de première, je vous rappelle que la force d'interaction gravitationnelle, c'est grand G, constante de gravitation universelle, multiplié par masse de A, masse de B, divisé par la distance au carré, multiplié par un vecteur unitaire, et que donc, sur cette distance au carré, on se rendait compte que plus on s'éloignait du centre de la Terre, et plus l'attraction gravitationnelle était faible, et quand on compare au poids, on constate que ce petit g, c'est grand G, constante de gravitation universelle, fois la masse de la Terre, divisé par la distance objet-centre de la Terre au carré. J'attire votre attention sur le vecteur initial vitesse. Donc là, on jette typiquement un projectile d'une hauteur h.
tout simplement l'exercice sur le tennisman que vous avez à faire. Il jette sa balle pour le service. Donc la balle, elle est en hauteur. Il va lui communiquer une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Donc hop, vous me mettez une horizontale et un angle alpha. Là, c'est le vecteur unitaire petit j, je vous rappelle, qui part vers l'arrière. Vous pouvez faire ce fameux trièdre direct avec votre pouce, votre index et votre majeur. Vous voyez que si vous mettez votre pouce qui pointe vers la droite, eh bien, pour que K monte vertical vers le haut, donc pour votre majeur pointe vertical vers le bas, vous voyez que votre index, il doit partir à l'opposé de vous, donc il part vers l'arrière. Et ici, on met un angle alpha. Tout ce qui suit, ça ne sert à rien de l'apprendre par cœur. Ce qu'il faut connaître, c'est la méthode et ensuite la manipulation des équations. Comment ensuite obtenir l'équation de la trajectoire. Et ensuite, avoir en tête, même si c'est le programme de première, ça tombe très souvent au bac. C'est avoir en tête les énergies lors d'une chute libre. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des cas où, au lieu de vous faire un vecteur qui a un angle avec l'horizontale, on peut faire tout simplement un jeté horizontal. Par exemple, un objet qui roule sur une table et qui tombe. Il y a bien une chute, éventuellement libre, si l'objet est massif et dense. Et pourtant, la vitesse, initialement, alpha vaut 0. Et donc là, les élèves qui apprennent tout par cœur sont complètement paumés, puisque dans l'énoncé, il n'y a pas de alpha, puisqu'alpha vaut 0. Bilan des forces. Le poids. On est dans l'hypothèse d'une chute libre, donc les forces de frottement sont négligées. Le poids, je vous rappelle qu'il y a des flèches, puisque le poids est un vecteur. Condition initiale. À t égale 0. Donc je suis ici. Je vois que le centre de gravité, il a une hauteur h et il n'a pas d'abscisse. Donc 0, 0 pour y, h pour z. Alors, selon les enseignants qui rédigent les sujets bac, puisque je vous rappelle, c'est les enseignants qui rédigent les sujets bac, il y en a qui prennent l'axe vertical altitude z et il y en a qui continuent de l'appeler y. En général, on appelle l'axe des altitudes z. Maintenant, on fait la même chose pour la vitesse. Donc là, on repart comme dans le chapitre que nous avions fait de cinématique avec des projections. Et vous voyez que la projection du vecteur vitesse sur l'axe des abscisses donne V0x ici, et sur l'axe des ordonnées donne V0y. Maintenant, on a l'angle alpha qui est ici. Ici, c'est la vitesse V0. Donc, la projection de V0 sur l'axe X, ça donne V0 cos alpha. Et la projection, donc celui-ci, je ne vais peut-être pas le mettre en noir, voilà, je vais le mettre de cette couleur. Bon, c'est pas une idée très bien. Peut-être en vert, ça se verra mieux. Bon, pas trop. Donne alpha, angle alterne interne. Alpha, je le retrouve ici. Donc, vos V0 sinus alpha. Donc, à t égale 0, ici, j'aurai V0 cosinus alpha. Là, on n'a pas commencé les intégrations. Hein. Là, on est uniquement dans le positionnement du problème. C'est-à-dire que ça, il y a normalement 0 difficulté. C'est une lecture d'énoncé et les projections, vous êtes censé savoir les faire. Hein.
puisqu'on l'a déjà fait. Ici, sur l'axe des Y, on a 0. Et sur l'axe des altitudes, on a V0 sinus alpha. Alpha, c'est l'angle de tir. Attention, il est donné avec l'horizontale. On est vigilant le jour de la lecture de l'énoncé s'il n'est pas donné avec la verticale, ce qui est extrêmement rare. Généralement, on se repère par rapport à l'horizontale. Voilà, on a fait les conditions initiales. Vous me les fluotez. Donc, il n'est pas en haut, il est en G d'ailleurs. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. On veut les coordonnées du vecteur accélération. Donc, on applique le principe fondamental de la dynamique. Somme des forces extérieures est égale à m fois l'accélération. Normalement, vous aurez bien le temps d'écrire parce que c'est quand même assez long pour moi de tout taper. Somme des forces extérieures égale masse fois accélération. Nous sommes tous bien d'accord que c'est la masse du système. Accélération du centre d'inertie. Je vais mettre un petit G, ça serait quand même plus harmonieux en termes de lecture. Force extérieure, il n'y en a qu'une, c'est le poids. Donc mg égale m fois accélération. Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'aperçois que je peux simplifier par m. Donc, il vient que l'accélération est égale à l'intensité de pesanteur terrestre lors d'une chute libre. Vous mettez une remarque ici, un petit panneau danger. Alors moi, je ne sais pas comment je vais m'arranger. Alors, c'est pourquoi. Je crois qu'on en avait déjà discuté en première. C'est pourquoi au lycée, au lieu de trouver G en newton par kilogramme, comme au collège, eh bien on le trouve en mètres secondes moins 2. Virgule, il est donné en mètres secondes moins 2. Oui, c'est faute, c'est pas grave, vous rectifierez de vous. Maintenant qu'on a ça, vous me le fluotez. Une troisième couleur. L'angle de tir, les conditions initiales, elles sont en vert, ok. Donc, on va projeter cette relation dans OIJK. Donc, l'accélération est égale à G. Donc, on remonte au schéma. Ça veut dire que l'accélération, vous me la mettez là, elle est égale à G. Vous me refaites la même taille de vecteur, s'il vous plaît, ici. Et vous écrivez petit g. Je vais copier-coller, mais je crois que c'est pas une bonne idée. Non, c'est ça, c'est pas une bonne idée.
Donc là, vous m'écrivez petit à flèche, s'il vous plaît. Donc maintenant, on regarde. L'accélération, elle est égale à G. G va vers le bas, alors que Z va vers le haut. De plus, G est un vecteur vertical, donc il n'a pas de projection sur X ni sur Y. Donc, je récapitule. L'accélération, vous savez que c'est la dérivée de la vitesse, vous savez que c'est la dérivée seconde de la position, et sur X, on n'a pas de projection. Sur Y, elle n'a pas de projection, et attention, on vient de voir que l'accélération, c'est le vecteur G, qu'il est vertical vers le bas. Or, j'ai choisi un axe Z, vertical vers le haut, donc je mets un moins G. Ça aussi, c'est piégeux au bac. On peut très bien décider de vous mettre un axe d'altitude Z, vertical, vers le bas. Si on vous met un axe d'altitude Z, vertical vers le bas, à ce moment-là, G se projette entièrement sur Z et dans le même sens. Donc, ce sera plus G. Donc, c'est pour ça qu'il est complètement contre-productif de apprendre ce chapitre par cœur. Les résultats ne sont pas appris par cœur. Ce qui compte, c'est la façon dont vous allez procéder. Donc, on fait le bilan des forces, on le projette, on fait attention aux axes. Ce qui va compter ensuite, ce sont les conditions initiales. Le vecteur accélération est indépendant de la masse. C'est la définition d'une chute libre. La vitesse acquise ne dépend pas de la masse. Expérience sur la Lune avec le marteau et la plume. Maintenant, on veut la coordonnée de la vitesse. Donc, on a pris soin d'écrire que l'accélération, c'était la dérivée de la vitesse. Donc ici, je dispose des accélérations maintenant. Donc pour remonter à la vitesse, je dois me demander qu'est-ce qui en dérivant a donné mon accélération. Donc ça s'appelle primitiver. Donc en primitivant ou en primitive sans S, je ne sais pas ce que j'ai fichu, en primitivant les coordonnées du vecteur accélération. Donc en primitivant le vecteur accélération, on obtient la vitesse. On n'oublie jamais les constantes d'intégration. Une constante, c'est une constante. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on dérive une constante, on obtient 0. Donc, si on intègre et qu'on n'ajoute pas une constante, on perd une information. Et on la détermine avec les conditions initiales. Donc, on remet son petit fluo vert. Allons-y. Je me pose la question, pour avoir la coordonnée de la vitesse, je dois intégrer sur x, je dois intégrer 0. Qu'est-ce qui en dérivant donne 0? Donc, qu'est-ce qui en dérivant par rapport au temps donne 0? Eh bien, c'est une constante. Donc, je vais l'appeler C1. Je me pose la même question pour la vitesse selon l'axe Y. L'accélération sur l'axe des Y, c'est 0. Donc, qu'est-ce qui en dérivant donne 0? Eh bien, c'est une constante. Donc, je l'appelle constante 2. Maintenant, l'accélération selon Z, c'est moins G. Je me cherche. Qu'est-ce qui en dérivant par rapport au temps donne moins G? C'est moins G fois le temps. Parce que la dérivée du temps, puisque nous, on n'est pas en X, en physique, on est en temps. Donc vous, quand vous faites la dérivée de X, ça donne 1. Donc nous, notre paramètre, c'est le temps. Donc quand on dérive petit t, on a 1. Donc c'est moins gt. Et je n'oublie pas d'ajouter une constante. Parce qu'effectivement, si je dérive moins gt plus c3, j'obtiens moins g plus 0. Donc vous voyez que ne pas mettre ce c3 fait perdre de l'information. Et maintenant, ces constantes, on va les déterminer avec les conditions initiales. Donc, condition initiale, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire AT égale 0. Détermination des constantes d'intégration.
Donc 0, c'est 0. 0, c'est 0. Et donc là, j'obtiens moins g fois le temps qui vaut 0. Donc fois 0. Ici, je me place à t égale 0. Ok. Je fais juste celui-là. Voilà. Je ne sais pas si je vais pouvoir le flouter. Non. Plus, là je dis n'importe quoi, c'est C1, pardon, excusez-moi. C'est C1, ici c'est C2. Et ici c'est plus C3. Or, et c'est là qu'entre en jeu tout le travail que j'ai fait ici. J'ai vu que à t égale 0, sur l'axe de x, c'est V0 cos alpha. C'est 0 en y et c'est 0 fois sinus alpha. Donc ça, je vous rappelle, ça c'est lecture d'énoncé. Donc on y va. Maintenant, c'est censé être égal à V0 V0 cos alpha. Ah, mais je ne vais pas y arriver. Écoute, on va pas mettre un indice. V0 cos alpha. Ici, c'est censé être égal à 0. Et ici, c'est censé être égal à V0 sin alpha. Je vous l'arrange pour que ça corresponde plus à votre cours. Voilà. Donc, au final, il vient que C1 est égal à V0 cos alpha. Maintenant, je compare les deux. V0 à t égale 0 si C1, mais d'après l'énoncé, c'est V0 cos alpha. Donc, on en déduit que C1 égale V0 cos alpha. C2 égale 0 et C3. D'après la primitive, c'est égal à C3 et d'après l'énoncé, c'est égal à V0 sin alpha. Voilà, on a déterminé nos constantes avec nos conditions initiales. Qui sont ici. Ici, on remplace le temps par 0, donc ça n'a d'impact que sur l'altitude. Il vient donc que la vitesse, qui est la dérivée de la primitive, eh bien ici c'est V0 cos alpha, ici c'est 0, et ici c'est V0 sin alpha moins gt, moins g fois le temps, plus V0 sin alpha. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le vecteur vitesse du projectile n'a pas de coordonnées selon l'axe Y. Le vecteur vitesse est donc dans le plan OIK. Alors, selon l'axe J, alors c'est un petit peu fastidieux d'écrire. Donc, il est dans le plan OIK. Je crois que je l'avais écrit plus haut, je vais faire un copier-coller. Là. Je vais peut-être enlever le mauvais. Qu'est-ce qu'on en conclut? Le vecteur vitesse, il est tangent à la trajectoire. Ça, vous le savez depuis la seconde. Donc, la trajectoire, comme le vecteur vitesse est plan, la trajectoire est plane. Le mouvement s'effectue dans un plan vertical.
Ça veut dire que pour la suite, on ne tiendra pas compte de Vy. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit sur la coordonnée du vecteur vitesse en horizontal? V0 cos alpha. V0, c'est une constante. Cos alpha, c'est une constante. Donc, elle est constante et indépendante du temps. La coordonnée verticale, c'est moins gt plus une constante, donc est une fonction affine du temps. Donc, coordonnée horizontale constante. Coordonnée verticale affine du temps.